quand un neuroatypique est intéressé par un sujet, ça peut tourner à l'obsession. Donc en fait, le fait d'entreprendre dans le domaine de notre obsession, la personne va devenir une Ferrari. Bonjour Lilia. Bonjour Raphaël. Et bienvenue à Coaching Communication. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc Coaching Communication, c'est une chaîne qui aide les indépendants ou les profils technico-commerciaux, particulièrement dans le domaine de l'entreprise, de lancer son entreprise, de la vente, de la relation client. Ça s'adresse aussi beaucoup au secteur principalement de l'ingénierie ou de l'industrie. Et j'ai la chance aujourd'hui d'interviewer Lilia, qui a créé la société Ipipin. Et on va parler du sujet des neuroatypiques et des liens qu'on peut faire entre les neuroatypiques et l'entreprise. Mais juste avant, est-ce que Lilia, tu pourrais donc du coup te présenter un petit peu? Et je m'appelle Lilia Rechetniak. J'ai été diagnostiquée avec donc des troubles du spectre autistique qu'on appelait anciennement syndrome d'Asperger, au potentiel et hypersensibilité. Donc ça joue un grand rôle dans ma façon d'entreprendre aujourd'hui et dans toute ma façon de vivre, bien sûr. Avant ça, j'étais déjà à mon compte. J'avais créé ma première entreprise pour faire du coaching. Et après ça, je me suis dit, en fait, la seule chose qui a du sens pour moi, c'est de m'adresser au public neuroatypique. J'ai donc créé une deuxième entreprise, cette fois-ci que j'ai cofondée avec 3 autres personnes. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant. Et l'objectif, en fait, c'est comme tu as dit, de favoriser le lien qui se fait entre la neurodiversité et l'emploi par différentes sortes de services, comme par exemple l'accompagnement, le recrutement, la sensibilisation, etc. Super. Et alors du coup, si on reprend un peu ton histoire, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui ont été des déclics, des déclencheurs qui t'ont permis d'évoluer? Par exemple, on a vu que tu as passé à un moment donné d'une société donc d'accompagnement coaching à la société Pipine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ton histoire qui t'ont vraiment fait des déclics, qui t'ont fait grandir, on va dire? Déjà, avant de créer ma première société, j'étais salariée avec un contenu de job qui me plaisait de moins en moins, on va dire. J'ai démissionné du jour au lendemain. C'était pas très sympa pour mes employeurs, mais j'en pouvais vraiment plus. Et en fait, j'ai compris plus tard pourquoi j'ai fait ça. En faisant ça, je me suis rendu compte, par exemple, que c'était beaucoup plus important pour moi de suivre ma vision, ma voie, également d'être maître de mon rythme et de ne pas avoir de patron. C'était plus important pour moi que la sécurité financière que me donnait le salaire qui tombait à la fin de chaque mois. Donc, du coup, tu disais que ça avait été un élément déclencheur et que tu avais compris pourquoi tu avais quitté finalement le monde du salariat et l'entreprise particulièrement dans laquelle tu travaillais. Est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi finalement tu as quitté aujourd'hui? Pour plusieurs raisons en réalité. La première étant que ça ne me plaisait pas et je ne trouvais vraiment aucun sens à ce que je faisais. Pas que, enfin, en théorie, j'en trouvais. Il y avait, ça aidait les entreprises, ça aidait les gens, etc. Mais sur des sujets qui, pour moi, n'ont pas de sens, comme l'informatique, par exemple. Pour moi, ça n'a pas de sens existentiel. Et j'ai vraiment besoin de faire quelque chose qui, pour moi, a ce sens existentiel, sans quoi j'ai aucune motivation. J'arrive vraiment pas à trouver l'énergie pour faire ce que je dois faire. Et ensuite, il y avait le fait que, en fait, j'ai un rapport à l'autorité qui était extrêmement compliqué à l'époque. Et ça va mieux aujourd'hui grâce à une meilleure connaissance de moi. Mais il y a des choses qui sont évidentes pour beaucoup de gens et qui pour moi étaient très compliquées, comme par exemple comprendre les consignes. Je pense qu'on pourrait rentrer directement un peu dans le vif du sujet, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est que finalement être neuroatypique? Quelles sont les différentes neuroatypicités qui existent ou spécificités mentales, dit autrement, pour qu'on puisse un petit peu mieux cerner pour nos auditeurs? Je vais commencer par la fin, si tu veux bien. Les différentes formes de neurodiversité. Et alors, c'est pas des spécificités mentales, c'est des spécificités neurologiques. C'est un développement différent du cerveau. C'est pas quelque chose qu'on acquiert au cours d'une vie.
On ne devient pas au potentiel intellectuel, on ne devient pas autiste, on est comme ça. Et c'est dû à un développement différent de certaines fonctionnalités du cerveau, de certaines zones du cerveau, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut, par exemple, corriger juste avec une thérapie ou avec une opération ou des médicaments. En fait, donc, ce qui en fait partie, c'est donc l'autisme, comme on disait. Ensuite, le haut potentiel intellectuel. Donc les surdoués, les zèbres, voilà, la douance en fait. L'hypersensibilité, ça c'est un peu moins médical comme consensus, on va dire, mais de plus en plus de professionnels d'accompagnement classent l'hypersensibilité dans la neurodiversité. Et également, donc, tout ce qui est troubles dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Et aussi le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDA ou TDAH. Donc ça, ce sont les différentes formes de neurodiversité. Encore une fois, on vient au monde avec. Pour répondre au début de ta question, qu'est-ce que ça veut dire être neuroatypique? Ça veut dire avoir un cerveau qui fonctionne vraiment différemment, pas sur tout, sur certains aspects. Et selon le profil, ça va être des aspects différents. Par exemple, pour les personnes avec des troubles 10, c'est des troubles de lecture, d'écriture, d'appréhension du langage, d'appréhension des mouvements, si on parle de dyspraxie, par exemple. Et bien évidemment, après, ça se reflète sur plein de domaines de la vie, dans les études, dans l'emploi, ça devient compliqué. L'autisme, ça dépend, en fait, c'est un spectre énorme. Les personnes autistes comme moi, on s'en sort plutôt pas trop mal. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est que ça ne se voit pas. Donc, du coup, les gens ont du mal à croire que je puisse galérer sur certaines choses. En gros, être neuroatypique aujourd'hui, ça veut dire avoir du mal sur des choses pour lesquelles, enfin, qui sont évidentes pour les autres, pour la majorité. Et, euh, et ça crée des situations allant de loufoque à extrêmement difficile à vivre selon les circonstances, les personnes et les cas. D'accord, donc tu as expliqué qu'il y avait une différence entre finalement une maladie mentale et une neuroatypicité. Est-ce que tu pourrais préciser exactement quelle différence il y a? Parce que moi, par exemple, j'avais, dans le cadre de mes accompagnements, accompagné quelqu'un qui était bipolaire, donc c'est encore autre chose. Donc là, c'est plus une maladie mentale dans ce cas-là, c'est autre chose en fait. Alors, la bipolarité, oui, effectivement, je ne l'ai pas mentionné dans la neurodiversité. Pour moi, ça n'en fait pas partie parce que ça se traite, c'est effectivement apparenté plus au domaine médical dans le sens maladie. Il y a des médicaments qui permettent aux personnes de mieux vivre leur bipolarité et ça s'acquiert, enfin, ça apparaît au cours de la vie. Alors après, sache quand même que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis que personne qui le vit et entrepreneur. D'accord? Donc je ne vais pas pouvoir aller très loin dans les explications académiques, mais les profils de la neurodiversité ne sont pas des maladies dans le sens où c'est comme si c'est pas, pardon pour cet exemple que je vais prendre, mais comme si tu naissais par exemple avec 4 doigts sur ta main gauche au lieu de 5, tu vas pas prendre des médicaments pour que ton 5e doigt repousse. Là, c'est un petit peu pareil dans le sens où c'est pas nécessairement quelque chose qui manque dans la neurodiversité, c'est juste différent et du coup, ça ne se traite pas, c'est pas des maladies. Si on ramène ça un petit peu au domaine de l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités en tant qu'entrepreneur quand on est, par exemple, hyperactif, hypersensible ou au potentiel? Est-ce que du coup l'entrepreneuriat se vit différemment? Est-ce qu'il y a des façons d'entrevoir l'entrepreneuriat qui sont différentes quand on est neuroatypique? En tout cas, tu peux déjà partir de ton expérience à toi ou des expériences d'autres entrepreneurs qui sont neuroatypiques peut-être pour répondre à cette question. Alors oui, pour moi, une des plus grosses spécificités et qui va probablement être la plus commune pour toutes les personnes et pour tous les profils, c'est la passion. Quand un neuroatypique est intéressé par un sujet, c'est pas genre je suis intéressé, je vais lire un demi-article là-dessus. Ça peut tourner à l'obsession. Donc en fait, le fait d'entreprendre
dans le domaine de notre obsession, la personne va devenir une Ferrari, l'entreprise peut devenir une machine enfin une voiture de course, quoi. Ça peut être extrêmement efficace, la personne et l'entreprise peuvent aller très très loin et dans tous les cas passer énormément de temps à devenir le meilleur expert du monde dans le domaine choisi. Après, ça n'enlève pas les fameuses fluctuations d'énergie dont je parlais, donc on n'est pas tout le temps au même niveau d'énergie au cours d'une journée, au cours d'une semaine, encore une fois, mais toujours est-il qu'il y a cet intérêt total pour le domaine qui fait qu'on est vraiment, on peut devenir assez incollable et en tout cas un atout en tant que prestataire, par exemple. Ce prestataire-là, neuroatypique, peut devenir un vrai atout. Une autre spécificité, c'est les fluctuations d'énergie, comme je parlais, et aussi qui sont plutôt dans le domaine des difficultés, mais un truc qui est un petit peu sur la tangente, c'est un côté intransigeant. Moi, je vois par exemple dans mon expérience à moi, la vision que j'ai de la neurodiversité, de ce qu'il faut proposer aux entreprises, de comment il faudrait accompagner un recrutement, etc. Je suis intransigeante là-dessus. Personne dans mon entreprise ne pourra me faire m'écarter d'une valeur, d'un principe que j'ai, d'une conviction que j'ai. Et du coup, ça ferait que le travail il sera toujours, les valeurs seront toujours respectées, le travail sera toujours bien fait. Et si on ne peut pas bien faire, bah, en fait, on va le dire d'une manière très honnête et d'une manière très inhabituelle pour les entreprises parfois, puisque je dis, ça m'est arrivé de dire en toute transparence, je ne peux pas remplir cette mission alors que j'aurais pu tricher. Mais c'est cette intransigeance que je retrouve chez beaucoup de neuroatypiques. Ils ne vont jamais compromettre sur les choses qui sont les plus importantes pour eux. Et après, encore une fois, dans le domaine plutôt des parties un peu difficiles, mais qui peuvent devenir des opportunités aussi, c'est un besoin de compétences complémentaires. Le côté très orienté vers le domaine de notre domaine de prédilection fait que j'ai des lacunes de compétences que je n'arriverai jamais à combler moi-même. Donc, si je ne suis pas forte pour vendre mon service, par exemple, il me faut absolument quelqu'un qui va vendre. Parce que sinon, mon entreprise, j'aurais beau être la meilleure experte du monde, elle ne va jamais bouger parce que personne ne saura jamais qu'on existe. Et à mon sens, il faut être très, comment dire, lucide là-dessus. Il y a des compétences qu'on n'arrivera pas à développer. Ne serait-ce que parce que ça ne nous intéresse pas. Et du coup, il faut vraiment bien s'associer. Il faut vraiment bien choisir ses partenaires. Est-ce que tu pourrais du coup parler un petit peu du domaine de l'hyperactivité? Moi, je me suis reconnu personnellement dans ce que tu as dit sur les fluctuations d'énergie, sur les fixations aussi obsessionnelles que je peux avoir de temps en temps, euh, et, euh, et également sur le côté passionné et éthique, parce que c'est vrai que dans mon domaine, je suis toujours halluciné de voir que certaines personnes enseignent des domaines sur lesquels ils sont même pas compétents ou pas formés, par exemple. Donc, pour toi, comment se traduit l'hyperactivité et l'hypersensibilité aussi, qui sont aussi un autre trait qui peut aussi peut-être me caractériser. Et du coup, comment on peut faire par rapport à ces caractéristiques que j'ai citées, mais peut-être il y en a d'autres qui sont les fluctuations, comme tu as dit, les fixations et d'autres et d'autres problématiques liées, quoi. Alors, je vais commencer par l'hypersensibilité, puisque c'est le trait le plus commun à tous les autres profils neuroatypiques. Une chose très, très, très pragmatique et identifiable, tangible, c'est une hypersensibilité aux cinq sens et une surréactivité du cerveau quand il y a ce cocktail sensoriel qui nous gêne. Une personne lambda peut être gênée par un bruit, ça ne va pas nécessairement la rendre de dingue et ça ne va pas nécessairement l'empêcher de bosser. Une personne hypersensible, si un bruit la gêne, ça va la rendre folle et ça peut la rendre folle et ça peut complètement l'empêcher d'être efficace, d'être concentrée, bien faire le boulot, quoi, tout simplement, et même de penser à autre chose que le bruit.
Ça peut être la même chose avec les mouvements, avec un néon qui clignote à côté, qui nous gêne particulièrement. Ça peut être sur n'importe lequel des 5 sens. L'environnement de travail est extrêmement important. Il faut qu'on s'aménage, si on est entrepreneur, si on a la possibilité de le faire, il faut qu'on s'aménage un environnement de travail qui nous permette la meilleure concentration possible. On est des vraies éponges et on identifie, on ressent ce que les autres ressentent, que ça soit émotionnel, parfois même physique chez certaines personnes, si c'est vraiment poussé. Ça peut être très compliqué à gérer. Donc, s'entourer des personnes qui sont avec qui on a un bon ressenti, ça devient très, très important pour les hypersensibles. Les personnes hyperactives, souvent, ont un trouble du déficit de l'attention qui est associé à l'hyperactivité. Il y a le TDA, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, quand on a un trouble du déficit de l'attention, on n'est pas forcément hyperactif. Mais quand on est hyperactif, on a toujours un trouble du déficit de l'attention qui est associé. Pour les TDA, ça accentue la difficulté à se concentrer. Mais il n'y a pas que ça. Pas toujours, mais souvent, on va dire parfois, le TDA est associé au potentiel intellectuel. Donc, il y a aussi un cerveau qui est très efficient, qui va vite, qui réfléchit à plein de sujets, qui réfléchit à beaucoup de choses en même temps et passe très vite d'un sujet à l'autre. Ça peut être très compliqué si on doit se concentrer, par exemple, sur un article, sur un devoir quand on est gamin, sur un projet quand on est en entreprise. Pour ça que les TDA et les TDAH sont parfois des super multitâches dans une entreprise. C'est un chef de projet qui peut gérer plein de projets en même temps parce qu'il a besoin de sauter d'un sujet à un autre assez fréquemment. Là où, par exemple, certaines personnes autistes, pas toutes, hein, mais certaines, et moi j'en fais partie, il ne faut surtout pas que j'ai plus de 3 à 4 sujets à suivre en même temps. Sinon, je pète un plomb. J'ai l'impression d'être un Google Chrome ouvert avec 60 onglets. Et au bout d'un moment, tout crache, quoi. C'est pas possible. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y en a pas mal qui finissent entrepreneurs, en réalité. Parce que c'est compliqué de gérer le rythme des autres. C'est encore plus compliqué de gérer les demandes, les exigences, le rythme. Pour moi, le rythme est très important pour les TDA. C'est juste intuitif ce que je dis, mais à quel point est-ce que le rythme de l'entreprise, de notre environnement nous correspond. Mais il y a des choses pour lesquelles je ne comprenais pas que j'allais 10 fois plus vite que d'autres personnes. Et du coup, je me retrouvais vraiment en difficulté, mais vraiment, vraiment en grosse, grosse difficulté, parce que je m'obligeais à essayer d'aller au même rythme que les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait un coach un jour qui me dise, non, mais Lilia, en fait, accepte d'aller à ton rythme. Et quand j'ai compris, j'ai fait, ah! Sauf que j'ai dû quitter l'environnement en question parce que ça ne me correspondait plus du tout. En fait, je me suis rendu compte, si je veux arriver à être moi-même, en fait, m'obliger à aller plus lentement, c'est épuisant. Donc voilà, quel que soit le profil, que ce soit TDA, TDAH, autiste, etc., il y a une chose qui est toujours super importante, c'est de se connaître. Okay. Apprendre autant que possible à se connaître et à se découvrir. Quels sont les différents types de douance ou les différents types de surdoués qui existent? Il y a, alors, dans les tests de QI classiques, on mesure en gros 4 à 5 types d'intelligence. On mesure l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence verbale. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Gardner qui a mis en avant la théorie des intelligences multiples. Pas forcément. Alors, lui, il met en avant 8 ou 9 types d'intelligence. Donc, logico-mathématique, spatiale, verbale. Rajoute à ça l'intelligence naturaliste, les personnes qui peuvent te nommer toutes les plantes du monde, qui sont vraiment en harmonie avec la nature, qui la ressentent. Tu as l'intelligence kinesthésique ou corporelle. Donc, c'est souvent des personnes qui peuvent devenir des ostéos, des kinés, qui ont un super sens du rythme, qui ressentent bien le corps, etc. Et une personne qui est surdouée en kiné, par exemple, peut être une cruche en maths, quoi. Après, il y a aussi une intelligence interpersonnelle. C'est la bonne communication entre les gens. Il y a une intelligence intrapersonnelle et je soupçonne que c'est celle dont tu as pas mal puisque tu me parles d'empathie, etc. En fait, c'est une capacité à connaître notre monde intérieur, à le comprendre, à bien naviguer dedans et du coup, tu comprends mieux celui des autres.
Il y a également une intelligence existentielle qu'il met en avant. Ça, c'est, on va dire, une conscience claire qu'on n'est pas seul dans le monde, qu'il y a forcément, que les humains, c'est pas la seule, la Terre n'est pas la seule planète peuplée. Enfin, en fait, c'est une capacité à mettre en perspective l'existence humaine. Dire que bah non, en fait, c'est pas possible que mon cœur batte et que mon corps fonctionne avec cette perfection-là, tout seul, sans qu'il y ait une intelligence supérieure qui le dirige. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai nommé, mais en tout cas, les tests de QI classiques nous réduisent à quelques types d'intelligence. Et si tu ne rentres pas dans cela, tu n'es pas classé comme surdoué, alors que peut-être que tu l'es, mais dans d'autres types. Et après, il y a bien évidemment toutes les dimensions uniques, personnelles, etc. Donc ça, c'est déjà pour dire qu'on peut être surdoué de plein de façons différentes. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour dépasser ce syndrome un peu de l'imposteur et arriver à faire de la vente éthique ou à arriver à avoir une posture commerciale intègre? C'est très important. Ce côté un peu introspection, connaissance de soi, compréhension de soi, c'est se connaître. Ne pas se forcer à faire des choses pour lesquelles on sait qu'on sera pas content de nous après. Et on ne le sait pas forcément au démarrage. Ce n'est pas nécessairement une connaissance si évidente que ça, de comprendre ce qui nous épuise déjà, ce qui nous rend triste. On n'est pas si conscient que ça de nos propres déclencheurs intérieurs. Et ça, c'est une des choses à développer. Et je pense que tout très bon vendeur, soit il n'a pas d'éthique, il est excellent manipulateur, ou alors il a une très bonne empathie, il a une très bonne éthique et une bonne connaissance de lui. En fait, quand on est comme ça, quand on est hyper empathique à ce point, on en arrive à un point où on ne distingue pas ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient. Du coup, quelles sont les forces qu'on peut mettre en avant en tant qu'entrepreneur ou dirigeante par rapport aux neurodiversité? À mon avis, on va retrouver les mêmes qualités chez les personnes qui ne sont pas neuroatypiques. En revanche, la différence va être l'intensité. Donc, tu prends n'importe quelle qualité d'une personne en tant qu'entrepreneur, par exemple, je sais pas moi, la fiabilité ou la transparence ou le fait de toujours tenir sa parole, de la ponctualité, enfin j'en sais rien en fait, ou une super capacité à rédiger les comptes rendus d'une qualité énorme. Enfin voilà, tu prends n'importe quoi en fait. Et chez un neurotypique, ça va être exacerbé. Ça va être puissance, je sais pas moi, 2, 3, 10, j'en sais rien. Chacun peut jouer sur ses propres qualités et les trouver, les comprendre et les mettre en avant. Parce que une qualité, encore une fois, je me répète, mais c'est important, une qualité de lambda et une super qualité, peut-être un super pouvoir pour un neuroatypique. Du coup, pour nos auditeurs, comment ils font pour suivre un petit peu ce que tu fais, ton entreprise également? La meilleure manière de pouvoir me suivre, c'est de s'abonner à mon profil LinkedIn. Parce que c'est le réseau où je suis la plus active. Après, nous avons aussi une chaîne YouTube Epipine où on met, surtout actuellement, on fait pas mal de replays, donc on va tous les mettre sur YouTube. Je fais aussi des petites capsules vidéo que je mets sur YouTube, c'est vraiment 2-3 minutes max. Et puis, bon, notre site, bien évidemment. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Liliane, pour cette interview. Bah, merci à toi. Moi, c'est vrai que c'est pas la première fois que je fais appel à tes services. À chaque fois, en fait, je suis toujours satisfait des retours. Donc, grand merci à toi, Raphaël. Merci beaucoup. J'ai aussi appris à formuler une stratégie de vente. C'était la plus grande révélation de l'année.